Naviguer dans le monde du travail aujourd'hui, c'est souvent compliqué, hein. Les carrières linéaires, c'est fini, on parle de reconversion. Les jeunes ont parfois du mal à démarrer. C'est clair, ça bouge tout le temps. Et justement, il y a des professionnels qui sont là pour guider, mais on ne les connaît pas toujours très bien. Aujourd'hui, on se penche sur l'un d'eux, le conseiller en insertion professionnelle, le fameux CIP. Oui, un métier essentiel. Pour cette exploration, on s'appuie sur une source, des extraits d'un document assez détaillé. Ça s'appelle « Conseiller en insertion professionnelle, c'est quoi et ça fait quoi ?» Ça vient du repère des CIP. Un document qui décortique bien le métier, ses missions, les compétences, où il se travaille. C'est ça. Notre but, c'est d'aller un peu plus loin que la simple fiche de poste. Comprendre vraiment ce qu'ils font, pour qui, où, ce que ça demande au quotidien, quoi. On va regarder un peu les coulisses de ce métier d'accompagnement. Allez, c'est parti, on décortique ça. Allons-y. Alors, commençons par le début. C'est quoi un CIP? D'après notre source, son rôle principal, c'est d'accompagner des personnes, jeunes ou adultes, qui ont des difficultés à s'insérer ou à se réinsérer dans le monde du travail. L'objectif, c'est de les aider à trouver leur place. Et le document insiste bien sur un truc, la double dimension. Sociale et professionnelle, Ah oui, c'est double dimension. C'est intéressant, ça. c'est fondamental même. Il faut vraiment s'arrêter là-dessus une seconde. C'est pas juste une histoire de CV et de lettre de motivation, hein. D'accord. Tu vois, quelqu'un cherche un job, ça c'est le côté pro, mais si cette personne a des soucis de logement, de santé, ou alors pas de mode de garde pour les enfants, tous ces aspects sociaux, ça devient des freins énormes pour trouver un emploi durable. Bien sûr. Le CIP, souvent, il doit démêler un peu tout ça. C'est beaucoup plus large que juste trouver un travail. Oui, je vois. Une approche vraiment globale. Et alors, qui sont ces personnes qu'ils accompagnent? Le public est varié d'après le document? Très varié, oui. On trouve des jeunes qui sortent du système scolaire, parfois sans diplôme, des adultes en pleine reconversion qui ont fait autre chose pendant des années, des demandeurs d'emploi, parfois depuis longtemps, qui ont un peu perdu confiance, Mhm. et puis aussi des publics avec des besoins plus spécifiques, comme les personnes en situation de handicap, par exemple. Eux, ils ont besoin d'un accompagnement vraiment adapté. D'accord. Le point commun, c'est une rupture, une transition dans leur parcours, en fait. C'est souvent ça, ouais. Un moment où ils ont besoin d'un coup de pouce pour repartir. Et comment il intervient alors, ce CIP? Le document parle de deux grands modes d'action. D'abord, l'accueil collectif. Oui. C'est quoi ça? Animer des ateliers, des réunions d'infos pour présenter les contrats de travail, les aides à la formation, expliquer comment chercher un emploi, ce genre de choses? C'est ça. Ces moments collectifs, c'est utile pour donner une info à tout le monde en même temps, mais aussi pour créer une dynamique de groupe. Ah oui. Dans l'accompagnement individuel, j'imagine, ça a l'air central dans le document. Exactement. Là, c'est vraiment du sur-mesure. C'est-à-dire? En entretien individuel, le CIP va aider la personne à y voir plus clair sur sa situation, à repérer ses compétences, parfois elles sont un peu cachées, on s'en rend pas compte soi-même, Mhm. à définir un projet pro qui ait du sens pour elle, mais qui soit aussi réaliste par rapport au marché du travail, quoi. Et puis, il y a l'aide très concrète, remplir un dossier pour une formation, préparer un entretien. D'accord. Ou orienter vers le bon service pour une aide précise, j'imagine. Tout à fait. C'est là qu'on est au cœur du réacteur, si on peut dire. Chaque personne est différente, chaque parcours est unique. Oui. Le défi pour le CIP, c'est vraiment de partir de la personne, avec ses forces, ses faiblesses, ses contraintes, pour construire avec elle une stratégie. Ça demande de savoir écouter, vraiment écouter, de poser les bonnes questions. Parfois, il faut un peu bousculer, gentiment aussi. Pour faire avancer les choses. Voilà, c'est un vrai travail d'ingénierie de parcours, mais très personnalisé. En plus de cet accompagnement direct, la source parle d'autres activités. Créer des supports d'infos écrits, par exemple. Gérer l'administratif des dossiers, ça doit pas être simple, ça. Ah non, c'est souvent une grosse partie du boulot, l'administratif. Et puis, une mission qui a l'air super importante, hein. Développer des partenariats locaux. Ah ça, c'est crucial, absolument crucial. Un CPI tout seul dans son coin, il ferait pas grand-chose en fait. Pourquoi? Son efficacité repose énormément sur sa capacité à mobiliser un réseau sur son territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire connaître les entreprises qui recrutent, même les petites PME qu'on voit moins, Oui? connaître les organismes de formation, les associations qui peuvent aider sur d'autres plans, le logement, la mobilité, la santé, connaître les services sociaux, les élus. Tout un écosystème, en fait. Exactement. Ce maillage, c'est ce qui permet d'ouvrir des portes, de trouver des solutions concrètes. Imagine, tu peux appeler directement un DRH parce que tu as le bon candidat pour un poste qui n'est même pas publié, ou tu peux orienter hyper vite vers une structure qui aide pour le logement. Ça change tout.
Oui, on comprend mieux l'importance de cet ancrage local. Et justement, où est-ce qu'on les trouve, ces CIP? Le document donne une liste de structures. Le secteur public a l'air d'être un gros employeur. Oui, c'est historique. Les missions locales, pour les 16-25 ans. Les anciennes PAIO, ça existe encore. Enfin, les permanences d'accueil, d'information et d'orientation. Certaines structures portent encore ce nom ou des missions similaires, oui. Et puis, bien sûr, les agences France Travail, l'Expo l'emploi. Les PLIE, plans locaux pour l'insertion et l'emploi. Ça cible qui, ça? Souvent les publics qui sont le plus éloignés de l'emploi avec des parcours plus complexes. D'accord. Et on peut même en trouver dans les mairies, les départements, les collectivités locales, quoi. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier le secteur associatif qui est aussi très présent, souvent avec des actions d'insertion très ciblées. Et le document mentionne un truc intéressant. Le secteur privé se développe aussi. Des cabinets spécialisés qui font de l'accompagnement. Oui, ça se voit de plus en plus. Parfois, ils répondent à des appels d'offres publics ou ils travaillent directement pour des entreprises qui externalisent une partie de l'accompagnement de leurs salariés, par exemple en cas de restructuration. Cette diversité de lieux où ils travaillent, ça doit changer leur quotidien, non? Ah oui, complètement. Ça influence beaucoup la pratique. Si on essaye de voir ça d'un peu plus haut, un CIP qui bosse dans une structure spécialisée dans le handicap, par exemple. Oui. Il va développer une expertise très pointue sur les aides spécifiques, les aménagements de postes, les entreprises adaptées. C'est logique. Et dans une mission locale, alors? Payer regarde toute la situation du jeune. L'emploi, la formation, bien sûr, mais aussi le logement, la santé, la mobilité, la citoyenneté même. Une vision à 360 degrés. C'est ça. L'idée, c'est de lever tous les freins, même ceux qui ne sont pas directement liés à l'emploi, mais qui bloquent quand même. Et chez France Travail? Chez France Travail, l'accent sera peut-être mis davantage sur le lien direct avec le marché du travail, l'indemnisation aussi, et puis l'activation rapide de la recherche d'emploi, avec des ateliers spécifiques comme les techniques de recherche d'emploi, les fameuses TRE. D'accord. Chaque structure a un peu ses priorités, ses méthodes, même si le cœur du métier, ça reste l'accompagnement vers plus d'autonomie sociale et pro. Ça Dessine quand même un profil de poste hyper riche et exigeant, j'ai l'impression. Quelles sont les qualités humaines qui ressortent comme essentielles, d'après la source? Il y en a 3 principales qui sont mises en avant. D'abord, une qualité d'écoute. Exceptionnel, c'est écrit. C'est la base de tout. Essentiel pour comprendre sans juger, créer la confiance et identifier les vrais besoins qui ne sont pas toujours exprimés clairement. Oui. Et cette écoute, elle doit aussi s'appliquer à l'environnement. Être toujours en veille sur les nouvelles aides, les dispositifs, comment le marché du travail évolue. Faut être curieux. Deuxième qualité. La réactivité. Mhm. L'accompagnement individuel, ça demande d'être dispo, de pouvoir agir vite quand il y a une opportunité ou un problème qui surgit. Oui, il faut être sur le qui-vive un peu. Capacité à se mettre à la place de l'autre, mais sans se laisser bouffer par les situations parfois difficiles. Oui, j'imagine. Et en même temps, il faut être super pragmatique, non? Connaître les règles, les outils, savoir où trouver la bonne info, proposer des actions concrètes, réalistes. C'est une tension permanente, mais saine, je dirais, entre le cœur et la tête, le relationnel et le technique. Justement, parlons technique. La source liste une quantité impressionnante de savoir-faire spécifiques. On va peut-être pas tous les lister, ce serait long. Oui, la liste est longue. Mais quelques exemples. Savoir accueillir et poser un diagnostic sur une situation, évidemment, mais aussi proposer les bonnes actions de formation, d'orientation, aider à construire un projet pro, pas à pas, animer des ateliers collectifs, Jusque-là, c'est assez attendu. oui, mais ça va plus loin, prospecter des entreprises, analyser un poste de travail, mener des entretiens de recrutement, simulés ou même réels, ou encore faire un bilan de compétences simplifié, gérer un dossier administratif complexe, animer un bout de formation. C'est vaste. Ce qui est fascinant ici, c'est l'étendue incroyable de ses compétences. Le CIP doit être un peu un psychologue fin pour décrypter ce qui se passe en entretien individuel. Le micro, C'est ça, et en même temps un analyse de son territoire qui comprend les dynamiques de l'emploi local. le macro. Voilà. Il jongle sans arrêt entre des compétences très humaines, l'écoute, l'animation, et des compétences très techniques, l'ingénierie de formation, connaître les dispositifs sur le bout des doigts, faire le lien avec les employeurs. C'est cette polyvalence qui fait la richesse du métier, mais sa complexité aussi, j'imagine. Complètement. C'est pas juste être gentil et aider les gens, quoi. C'est vraiment mobiliser une expertise technique pointue pour aider quelqu'un à avancer dans son parcours. Et pour avoir ces savoir-faire, il faut des savoirs théoriques solides en amont. Le document cite par exemple une bonne connaissance du marché de l'emploi, de comment il évolue. Indispensable.
La maîtrise du droit du travail, du droit de la formation pro, de la législation sociale en général. Il faut aussi connaître les techniques d'entretien, les bases de la pédagogie pour adultes, maîtriser les outils bureautiques, le numérique. Oui, et comprendre un peu les caractéristiques des différents publics qu'on accompagne, leur culture, leur code. C'est énorme comme bagage. Oui, et ces savoirs, c'est pas juste de la théorie dans les livres, ils sont utilisés tous les jours. Connaître le droit du travail, ça permet de sécuriser le parcours de la personne, de lui expliquer ses droits, ses devoirs. Maîtriser les techniques d'entretien, ça aide à créer une bonne relation de travail. Comprendre le marché local, ça permet d'orienter vers des secteurs qui recrutent vraiment. C'est l'articulation entre tout ça, savoir, savoir-faire, savoir-être. C'est exactement ça qui fait la compétence du CIP. Et ça veut dire aussi qu'il faut se former tout au long de sa vie, parce que tout ça, ça change très vite. Le marché du travail, les lois, les dispositifs. Toute cette complexité, cette technicité, ça explique sans doute pourquoi il y a un cadre officiel pour ce métier. La source parle du titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle. Oui, le TPCIP. C'est un titre de niveau 5, c'est ça? Ancien niveau 3, équivalent Bac+2. Il est enregistré au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles, et c'est le ministère du Travail qui le délivre. Ce titre professionnel, c'est important. Ça formalise la reconnaissance du métier, ça définit un socle de compétences que tous les CIP devraient avoir. Il est construit autour d'activités types bien précises. Comme par exemple? Par exemple, accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d'un diagnostic partagé. Ou encore, accompagner les personnes dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. Et ces grandes activités, elles sont découpées en compétences très concrètes qu'on peut évaluer Et on valide ça comment? par des certificats de compétences professionnelles, les CCP. D'accord. Et le document mentionne des référentiels. REAC, RC. C'est quoi ces sigles barbares? Ah oui, le REAC, c'est le référentiel emploi, activité, compétences. En gros, ça décrit le métier, ce qu'on attend du CIP en situation de travail. Et le RC, c'est le référentiel de certification. Ça explique comment on évalue les compétences pour donner le titre. Ok. Le fait d'avoir ces référentiels très détaillés et un processus de certification nationale, ça assure une certaine qualité, une reconnaissance officielle partout en France. Et ça soulève une question importante, je trouve, Laquelle? sur la façon dont on voit ces métiers de l'accompagnement. Souvent, on pense que c'est juste basé sur l'intuition, la bonne volonté. Mais non, ça demande une vraie expertise technique qui est validée et reconnue officiellement. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, si on essaie de synthétiser? Le métier des CIP, c'est bien plus complexe, plus technique qu'on pourrait le croire au premier abord. C'est clair. C'est un métier avec plein de facettes, qui demande un mélange subtil d'empathie, de compétences techniques très pointues sur l'emploi, la formation, et une capacité énorme à s'adapter aux gens, aux situations. Oui, et exercer dans des endroits très variés, mais toujours avec le même but, aider chacun à trouver sa place, socialement et professionnellement. Et il faut peut-être insister sur l'importance de ce rôle aujourd'hui, non? Dans le contexte actuel. Ah mais complètement. Face aux changements rapides du travail, des compétences qui deviennent vite obsolètes, des parcours qui sont plus du tout linéaires, cet accompagnement personnalisé, ça devient une nécessité pour beaucoup de monde. Mhm. Les CIP, ils sont en première ligne pour aider les gens à rester employables, comme on dit, à naviguer dans la jungle des dispositifs, à reprendre confiance, à construire leur avenir. Ils sont vraiment des acteurs clés de la cohésion sociale, du développement des compétences sur un territoire. Leur contribution à l'autonomie des personnes, elle est fondamentale. Et pour finir, une petite réflexion que la source nous inspire. On a parlé de cette longue liste de savoir-faire très précis. Accueillir, analyser, identifier les compétences, informer, prospecter les entreprises, suivre en emploi. C'est technique. Très technique. Quand on réalise ça, et qu'en plus c'est encadré par une certification officielle de l'État, est-ce que ça ne change pas un peu notre regard sur ce métier qu'on classe souvent un peu vite dans le social ou le relationnel? C'est une excellente question. Ça invite peut-être à réfléchir à la professionnalisation, pas seulement du CIP d'ailleurs, mais de tous ces métiers de l'accompagnement. Ils demandent aujourd'hui un niveau d'expertise vraiment élevé pour répondre aux défis complexes de notre société. Qu'est-ce qu'on en pense de cette technicité du social?